Système de travail, donc plus sur l'organisation verticale qui devient horizontale que du volume de travail. Et là, on va essayer de voir la technique. C'est assez simple ça. Ça fait partie du business model, c'est sur la technique. Donc, je rappelle Audrey, qui est une consultante de travail, qui a déjà réalisé des missions de transformation digitale dans des grosses entreprises, qui a une belle expérience avec ses collègues, va rentrer dans la méthode, dans la réflexion comment maintenant on fait sa transformation digitale. Voilà, Audrey la porte. Donc, mon prédécesseur a mis la barre haut, quand même. Je suis sûre que vous avez tous cette vision, vous avez tous cette agilité, vous avez aussi 750 millions par an dans votre transformation digitale. D'ailleurs, c'est pour ça que vous êtes dans cette pièce ici. Donc, on m'a donné le dur challenge de vous expliquer en 30 minutes comment réussir une transformation digitale, sachant qu'il y a certaines personnes, ça fait plusieurs années, qui s'y mettent. Moi-même, j'en ai fait dans plusieurs entreprises et j'ai mis quand même quelques années. Donc, le but, c'est de donner un petit peu ici des clés très pratico-pratiques. Pour dire, ok, voilà, il y a la grande vision, il y a la grande discussion. Maintenant, on connaît nos organisations, on connaît nos moyens. Qu'est-ce qu'on peut faire, très concrètement? Donc, déjà, je vous pose une question, qu'est-ce que c'est la transformation digitale? On a eu beaucoup d'éléments qui étaient propres à qu'est-ce qu'est le digital, qu'est-ce qu'est le monde connecté, qu'est-ce qu'est la disruption, mais quelque part, la transformation digitale, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, finalement, c'est un processus. C'est l'acte de passer d'une situation à une autre. Comment est-ce que, dans la situation dans laquelle on est aujourd'hui, on peut devenir un acteur relevant demain avec sa pérennité et la valeur ajoutée qu'on veut créer sur le marché? En gros, historiquement, je dirais, voilà, au début, la transformation digitale, c'est quoi? Tout simplement, pour démarrer, voilà, vous avez une entreprise avec des services, vous avez des produits, et vous avez tout un ensemble de canaux digitaux que vous gérez, que vous mettez à disposition pour rentrer en contact avec le marché. Donc, c'est parfois juste une simple visibilité, des sites web, une présence dans les réseaux sociaux, une interaction, avec lesquels vous commencez à connecter un petit peu de données, vous voyez comment les gens les utilisent et interagissent avec. Ça vous permet déjà de connaître un petit peu mieux, de rentrer en relation avec des prospects. Peut-être au-delà de peut-être que vos canaux physiques, des vendeurs, des guichets, des personnes qui sont présentes en magasin peuvent aller faire. D'accord? C'est la première étape. L'utilité ici, c'est vraiment trouver quelque chose d'extrêmement utile, qui met bien en valeur, qui vous permet de faire peut-être du self-servicing, que ce soit en vente ou en gestion clientèle. Au bout d'un moment, vous atteignez un point. Vous avez beau faire le plus beau site du monde, vous avez beau faire la plus belle app du monde, il n'y a rien à faire. Vous avez peut-être un produit, un service qui ne peut pas adapter, trop compliqué à expliquer, où il faut une intervention humaine derrière pour venir faire quelques installations. Et ça, c'est la deuxième étape de ce que j'appellerais de la transformation digitale, c'est que pour pouvoir aller plus loin dans ce processus de digitalisation ou d'un service ou d'un processus de vente quel qu'il soit, vous commencez à adapter petit à petit les fondamentaux de l'entreprise. On commence à concevoir des produits qui sont mieux vendables sur le digital, parce que plus simple, plus facile à expliquer. On commence à revoir un petit peu ces processus logistiques, parce qu'effectivement, il faut commencer à les acheminer d'une autre façon, avec d'autres méthodes. On doit avoir pas le produit nécessairement en magasin qu'on puisse donner, mais il faut quand même qu'on puisse l'amener dans 24 heures, qu'on puisse faire le tracking du produit. Donc on offre tout un ensemble de services et d'informations à ce moment-là. On commence à revoir un petit peu aussi quels sont les différents canaux. Si on commence à faire une distribution digitale, qu'est-ce que ça veut dire alors si on a un point de contact physique, un magasin? Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font la réception des commandes, par exemple des retours, etc. Donc on commence petit à petit, parce qu'on veut aller plus loin, attaquer les nouveaux marchés ou aller un petit peu plus loin dans sa distribution de ce service digital, à travailler discrètement, doucement aux fondamentaux de l'entreprise. C'est des nouvelles équipes, c'est des nouvelles compétences. Comment est-ce qu'elle s'insère, comment est-ce qu'elle travaille avec les autres qui travaillent sur d'autres canaux aujourd'hui. Et donc petit à petit, vous adaptez des processus, des produits, des modèles, et vous rentrez dans un nouveau type de dimension. Et plus vous touchez aux différents éléments constitutifs de l'entreprise, plus vous commencez à travailler à ce niveau. La marque change. Les produits, les personnes, la façon dont ils travaillent ensemble, puisqu'ils vont gérer plusieurs services ou plusieurs produits qui ont une composante digitale, vous commencez à avoir une autre méthode de travail. On va être plus agile. Le digital ne sera pas un canal perdu au fond de l'organisation, c'est les gens du web. Et ça va devenir quelque chose qui est inhérent à la structure. Donc on a des nouvelles promesses qu'on a mises, des nouveaux produits, et finalement c'est tout un nouveau ADN d'entreprise qui se crée. Et en fait, ça c'est un processus de transformation.
Maintenant, le problème que j'ai avec ça, c'est que c'est très bien, c'est très logique, mais c'est très lent. Donc, comme l'a dit juste avant, c'est bien, en fait, c'est très bien. C'est que la technologie, vous avez vu, ça va de plus en plus vite, il y a de plus en plus de choses. On arrive avec des nouvelles possibilités. Aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire quelque chose. Aujourd'hui, il y a déjà quelque chose demain qui arrive. On dit, attends, je ne suis toujours pas à la situation A, là, je ne peux pas même pas envisager la situation B. Et une organisation, ça met du temps. Ok, mais pourquoi on va faire ça? Quel est le business model? Combien ça va coûter? Il faut recruter des gens. Ouais, mais est-ce que ça va être rentable? Est-ce que c'est vraiment le moment de faire ce genre de choses? Donc voilà, on est dans cette situation où ça bouge comme ça au niveau de la technologie, puis l'organisation, elle a son rythme et sa croissance. Ce que j'ai expliqué plus tôt, c'est très gentil, ça passe, c'est un processus. Maintenant, la problématique, c'est que ça nous demande d'aller de plus en plus vite. Les choses deviennent de plus en plus complexes, toujours des nouvelles technologies, des nouvelles possibilités, des nouveaux concepts qui arrivent. On doit gérer de plus en plus de canaux, de plus en plus de touch, de plus en plus de données. Qu'est-ce qu'on fait avec ces données? Comment est-ce qu'on les utilise de façon, on va dire, utile et efficace? Les nouveaux entrants, vous avez plein d'exemples juste avant, je ne vais pas revenir dessus. Ils mettent la barre quand même de plus en plus haut. Et ils s'attaquent à tout. Il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de marché, il n'y a pas de barrière. Alors, il y a un marché, il y a des gens. S'il y a un problème, on peut l'adresser de façon simple, électronique, ça ne demande pas de présence physique, ça ne demande pas de stock, ça ne demande pas de logistique. On va y aller, tout simplement. Les talents. Ah, on veut peut-être faire du digital, mais ils sont des gens qui savent le faire. Ou il y a des gens qui ont de l'expérience, mais ils ne sont pas extrêmement nombreux. Ou vous avez des gens qui sont plutôt natifs et pour lesquels le digital c'est naturel. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas forcément l'expérience. Faire une transformation ne demande pas juste savoir-faire, être bon sur utiliser les canaux digitaux soi-même à la maison. C'est un processus technique, c'est compliqué. C'est pas simplement de faire tout ça, c'est pas l'expérience. Et donc, il faut savoir les attirer. Et leur avoir un discours de dire, attends, tu vas venir dans mon entreprise, c'est bien traditionnel, mais tu vas voir, on va tout changer ensemble. Est-ce que tu as les moyens? Est-ce que je comprends ce que tu fais? C'est compliqué de gérer la transformation et l'actuel. C'est pas parce qu'on va décider d'aller dans une direction, investir dans une direction, qu'on va tout laisser tomber. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources. J'ai un budget, j'ai des ressources, je les mets dans la transformation ou je le mets pour grandir mes activités que je connais, que je maîtrise, avec lesquelles je suis à l'aise. Ouais, parce que je vais très compliqué. Et enfin, la question de la valeur. Qu'est-ce faire du digital, mais quoi, comment, ça va me rapporter quoi, ça va me coûter combien? Très compliqué. Et par quoi est-ce qu'on commence? J'ai fait beaucoup de transformations digitales en entreprise, j'ai vu énormément d'entreprises, et c'était surtout des grosses entreprises, qui arrivent avec des plans, des multi-year plans sur 3 ans, on va refaire tout le parc IT, on va tout migrer, on va passer dans du best-of-breed, enfin bon, ils arrivent avec plein de concepts. Le problème, c'est que 4 ans plus tard, ça coûte une fortune, parfois des millions d'euros dans certains cas. Derrière, est-ce qu'on sait pourquoi on le fait? Comment est-ce qu'on va l'utiliser? Est-ce que les gens qui vont opérer ces systèmes, ils savent faire quoi? Les clients, finalement, ça va les faire. Ah, nous sommes une entreprise digitale? Ils s'en foutent. Et donc, voilà, c'est la situation dans laquelle on est. Donc, avant de rentrer vraiment dire voilà, concrètement comment on va faire les choses, il faut d'abord bien comprendre c'est quoi l'opportunité du digital. À la base, vous avez un marché existant, une clientèle existante, vous avez des produits et des services existants, c'est déjà là-dedans de dire qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut dégager de la valeur avec les produits et les projets pour proposer des nouveaux services qui nous permettent de vendre ou peut-être des efficacités pour aller plus vite, adresser le marché de façon peut-être moins chère que de le faire peut-être d'une façon plus vite. Il y a l'extension de marché. Comment est-ce que je peux utiliser le digital pour aller au-delà de la zone que j'adresse aujourd'hui? Aujourd'hui, je parle de marché local, marché Belgique, marché Benelux. Avec une distribution digitale, je peux aller plus loin. Comment est-ce que je peux utiliser ces outils pour mettre en valeur mes produits, mes services et les rendre disponibles auprès de ces autres marchés? Donc, c'est vraiment regarder avec un fishing pool plus grand que son marché adressable. Le business case, c'est les nouveaux produits et des services. Typiquement, les systèmes d'abonnement. Voilà, vous achetez plus forcément des cassettes ou des disques de musique, vous abonnez du streaming. C'est tous des produits aujourd'hui qui sont nouveaux, disponibles. Et donc, c'est voir quelles sont les nouvelles sources de revenus que je peux avoir. Je propose des nouveaux services, mais c'est possible, ce ne sont pas forcément des
services, je dirais, physiques, mais qui peuvent être distribués de façon digitale. La description, c'est de rentrer, c'est quand vous rentrez dans tous ces domaines-là, extension de marché et un produit, un service, et j'attaque, et je développe. Voilà. Déjà, ça, c'est l'opportunité du digital. La première question, c'est de se poser la question, je veux aller où? Est-ce que je me situe ici? Est-ce que je veux aller là? Est-ce que je veux aller là? Parce qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise solution. C'est d'abord de dire, qu'est-ce que je veux adresser en premier, tout simplement. Si vous voulez faire de la description alors que vous ne maîtrisez pas, avec le fait de pouvoir servir vos clients digitalement, ça va être compliqué. L'approche gagnante est peut-être la plus simple, parce que je vous ai parlé des plans d'investissement, de transformation active, on va le voir. Elle est fondamentalement relativement simple. En fait. Le premier, c'est d'abord comprendre que le digital est là pour être service utile. Si vous n'avez pas compris que vous faites quelque chose pour un client, une valeur pour un client, qui va vous donner de la valeur au client, qui va vous rendre relevant pour votre client, vous allez construire des solutions qui sont intéressantes pour votre entreprise, mais quelque part, vont pas empêcher qu'un autre acteur du marché vous. Ces nouveaux entrants n'attaquent que là où ils voient un problème et qu'ils peuvent trouver une solution digitale facilement sans investissement en temps, en personne ou en ressources, que je dirais physiques. Donc c'est partir d'abord là-dessus, c'est dire pourquoi est-ce que je le fais, comment est-ce que ça crée de la valeur et comment moi je peux sécuriser ou adresser une base client pour me rendre indispensable, utile ou en tout cas avoir plus de valeur. Deuxième chose, c'est focus et agilité. Premier risque de transformation digitale, c'est ces plans sur 3 ans qui prennent beaucoup de temps. D'ailleurs, au final, quand ils ont fini votre 4 ans, il n'y a plus personne qui a commencé, puis personne ne sait pourquoi on fait les choses, on est juste en mode, on va couper, on va arrêter, on va reprendre. Donc ça veut dire, ok, je ne vais pas me concentrer à courir 10 millièmes à la fois, celui-là, et je vais y aller et je vais développer. Donc je ne vais pas attendre 4 ans qu'il y ait quelque chose qui sort et qu'entre-temps, d'autres aient réussi à faire des choses plus rapidement. Je vais commencer à sortir des choses maintenant. Donc c'est vraiment la pratiquer très rapidement. Très important de se recentrer sur ces concepts-là. Et en fait, quand on parle de transformation digitale, c'est là où on vient, on vous parle toujours de tous ces éléments qui sont dans le bleu. La blockchain, l'automatisation des voitures, l'IoT, etc., etc. C'est des concepts géniaux. Il y a 2 ans, la zone bleue, je vous en ai mis d'autres trucs. Dans 2 ans, cette zone bleue, je peux vous mettre d'autres trucs. Je ne sais pas lesquels encore, on verra bien, mais ça change tout le temps. Ce qui compte, et ce qui ne change pas, c'est la zone rouge. C'est les dimensions culturelles du digital. Si je dois les résumer, c'est la simplicité. Si vous êtes quelque chose de compliqué, déjà vous n'allez pas l'expliquer vous-même à vos clients, vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, mais vous ne savez pas le changer. Changer un processus compliqué, non, déjà il faut comprendre ce processus. Changer un processus simple, c'est rapide. Customer centricity. Pendant des années, les gens du digital ont dû essayer de vendre des concepts ou des produits via un écran, sans explication, rapidement, etc. Il y a une culture de la simplicité client. Une fois qu'on a compris comment le client procède, c'est une habitude, on commence à adresser ces questions proactivement et plus possible. Capacité d'innovation. Être ouverte à la zone bleue. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique? C'est pas le comprendre et devenir un spécialiste, mais c'est pas comment si j'intègre ces choses-là, ça peut être avoir de la valeur pour mon entreprise ou pour mon client. Et là, l'agilité. Pas nécessairement vouloir trouver la meilleure solution à long terme, c'est-à-dire comment est-ce que je peux rapidement essayer, tester, voir est-ce que ça fonctionne, est-ce que je crée de la valeur, est-ce que c'est intéressant, est-ce que je peux creuser, est-ce que je vais prendre. Ce qui est très important en fait dans tout le processus, c'est que sortir du discours du bleu, et bien on va commencer à faire un blockchain sur ça, et dire comment est-ce que je peux cultiver ce rose pour pouvoir moi avoir créé une certaine forme de vélocité, ouverture au changement, agilité et compréhension de ces technologies qui arrivent pour que je puisse les appréhender, excusez-moi, et que ce ne soit pas une menace. C'est une opportunité. C'est là où le switch se fait. Aujourd'hui, tout ce que résume la zone rose, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que c'est l'expérience. Il y a une étude qui a expliqué que d'ici 2020, alors je ne pense pas demain, l'expérience sera un des critères les plus importants dans la sélection au-delà du prix, au-delà d'un produit. Si vous maîtrisez les concepts d'expérience, vous bénéficierez d'un avantage compétitif. Ça ne veut pas dire que le produit on s'en fout et le prix on s'en fout. Ça veut juste dire que si c'est juste un produit, un prix, c'est insuffisant.
Et là, on revient ici, je crois que pour me suivre, je présente encore la technologie. On ne construit pas de la technologie, on ne fait pas une transformation digitale par la technologie. On s'intéresse d'abord au client, on définit l'expérience et après, on trouve la technologie qui permet de le faire. Parfois, il y a des technologies qui n'existent pas encore, c'est pas grave. Vous faites le processus, vous créez de la valeur, vous avez l'intérêt. Ensuite, après, vous voyez les différentes technologies qui vous permettront d'aller le faire plus vite, plus loin, plus fort. Et en fait, pour revenir savoir, c'est quoi une expérience? Parce que dire, voilà, on va commencer par l'expérience client, c'est quoi? Voilà. Je vais le définir de façon assez simple. L'expérience, c'est ce que je vis pour aller de A à B. Il y a des dimensions qui sont simplement la capacité. Est-ce que je suis capable de le faire? Si je ne suis pas capable, justement, c'est un bug. Ce n'est pas une expérience. Il faut le résoudre. Est-ce que c'est efficace? Est-ce que c'est intéressant pour moi de passer par ce processus? Est-ce que c'est bien, par exemple, dans un canal digital, de l'utiliser? Est-ce que c'est plus facile que juste décrocher mon téléphone, hormis le fait que j'ai envie de pas décrocher par mon téléphone? Est-ce que je gagne plus d'informations, plus de temps? Est-ce que ça a de la valeur? Donc, est-ce que j'arrive à faire l'expérience que vous proposez? Est-ce que c'est efficace? Et la dernière chose, c'est la saveur. C'est la couleur, c'est la petite chose qui fait qu'une expérience devient mémorable ou différenciante. Et donc, l'expérience que vous allez proposer à vos clients, ne tenez pas compte seulement des zones en rose qui sont l'utilisabilité et l'efficacité d'une solution, mais c'est dire quelle est votre saveur, quelle est la saveur que vous voulez de nos clients. Pour expliquer les choses simplement, ça c'est un check-in très sympa, je crois que c'est une Georges V à Paris. C'est beau, hein, on connaît tous les codes, le marbre, les fleurs, les deux dames de la réception qui vont sûrement servir un café pour un arrive, etc. Je vais vous montrer un autre processus qui est exactement le même, hein, parce que finalement, qu'est-ce qu'on fait? On arrive à l'hôtel, je donne ma carte de crédit, ou je donne mon nom, on m'enregistre, on me donne des clés, on prend peut-être un acompte, je vais à l'ascenseur, je monte dans ma chambre. Ça, c'est le même processus. Je donne ma carte de crédit, je donne mon nom, s'il le faut, on me donne une clé, je vais dans ma chambre. C'est pas la même expérience. Je ne dis pas qu'elle est bonne ou mauvaise. On peut s'éclater hein, dans cet hôtel. Je pense qu'on peut même un peu plus rigoler qu'au jour de 5 ou 6. Mais c'est pas la même saveur, vous voyez? Et donc le tout, c'est de comprendre quelle est la saveur que vous voulez donner aux choses et quelle expérience que vous voulez donner aux choses. L'outil ne donne pas de saveur. L'expérience donne la différenciation. Pour revenir à comment réussir alors sa transformation digitale et comment l'embarquer, en fait, c'est simple. On commence déjà par observer. La base de toute personne qui est dans le digital, c'est savoir observer son environnement. Il parle aux gens, il regarde. C'est pas juger. C'est pas dire ils ne font pas ça bien, ils n'ont rien compris, c'est bizarre. C'est vraiment essayer de comprendre que les gens consomment, vivent une expérience ou un produit. Quelle est l'action qu'ils ont, quel est le temps qu'ils prennent pour les choses, quelle est l'autonomie qu'ils ont par rapport aux choses, donc l'autonomie qu'ils n'ont pas. Ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de support. Comment est-ce que ça se passe? Identifier des opportunités pour créer de la valeur. Où est-ce que vous pouvez, dans le processus, trouver des moyens pour créer de la valeur par rapport au client qui lui permettent d'être dans la capacité, de ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'efficacité et la capacité. Quels sont les problèmes qu'ils ont, des questions, quel était l'effort que ça a pris pour lui, mais aussi bien pour l'entreprise, pour répondre à cette question et proposer des services. Là, c'est là où vous allez voir des opportunités. Est-ce que le digital peut m'aider à trouver des solutions pour ça? Ayez une vision. Vous voulez définir une expérience client, vous devez être capable de l'expliquer simplement. Si ça prend du temps, si vous n'êtes pas capable de la formuler, c'est que vous n'avez pas d'expérience. Donc, essayez d'exprimer en elevator pitch. C'est pas j'ai mis un outil et vous pouvez consulter votre compte client. C'est un outil. L'expérience, c'est grâce à un compte client, vous allez un compte client en ligne, pardon, vous aurez la possibilité de faire ça, 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 et ta vie sera plus simple, meilleure, selon le processus. Mais vous l'exprimez dans une valeur. La vision, c'est très important dans une entreprise parce que si vous êtes capable de l'exprimer de façon simple et suffisamment engageante, tout le monde a compris dans la pièce. Je montre une photo de Georges V, tout le monde a compris dans la pièce, il n'y a personne qui va arriver avec une proposition au Georges V en disant oh, on va faire un check-in comme ça, un petit peu pourri. Non, ça passe pas. Voilà. Donc, ici, c'est très important. C'est une fois que vous avez identifié des problématiques en disant là, si on fait ça, on fait quelque chose de génial, qui peut vraiment servir à nos clients, ou qui a de la valeur, que les gens reconnaissent,
appuyer dessus, mais développer une vision. Quelque chose qui est facilement communiqué. Exprimé en bénéfice client. Pas, nous sommes une banque mobile. Faites des choix. Il y a 1000 choses que vous pouvez faire, il y a 1000 problèmes. Si vous attaquez les 1000 de front, bah, vous allez avancer très très lentement sur chacun d'entre eux. Quel est, entre l'endroit où je suis maintenant, la vision où je veux aller, sur quoi je vais me concentrer? C'est du focus. Vous n'avez pas 1000 ressources, vous n'avez pas 1000 personnes, des budgets immenses. Donc, pour atteindre ma vision, je fais un choix, je fais ça, et je vais bien le faire. Une stratégie, c'est savoir qu'est-ce que je vais faire, et c'est surtout que je le vais faire. Donc, établissez déjà quels sont les choix en disant one bullet, une balle, je la tire une fois. C'est quoi? Qu'est-ce qui va me rapporter le plus? Qu'est-ce qui va me permettre le plus d'atteindre ce que je veux faire? Et alors, je vais me concentrer sur celui-là. Et pas le reste. Tester. C'est pas on va développer quelque chose et dans 3 ans, on verra si ça a marché. On commence par identifier quel est le début des choses qui me permettent peut-être de valider un concept. Est-ce que finalement mon idée est la bonne? Qu'est-ce que ça me coûte de le faire? Est-ce que ça me coûte de servir un client comme ça? C'est vraiment une apprendre par la pratique avec une petite échelle qui a réellement de valeur et surtout comment le faire fonctionner. Quand on aborde la transformation digitale, il y a toujours la question de dire ouais, ok, mais alors on doit revoir tout l'IT, etc. Et on doit faire des actes comme ça. Ok, on va commencer par un formulaire, on va déjà voir si les gens vont apprécier. Ça semble bête, hein, mais ça va déjà vous indiquer quelle est une certaine forme d'appréhension du marché sur certaines choses. Au lieu d'implémenter un chatbot, ok, il y a un gars qui va faire le chat pendant quelques temps. On va voir quelles questions il répond. Alors vous allez savoir ce que vous allez devoir automatiser et se concentrer sur les 80% des trucs qui comptent et les 20% de l'homme on s'en fiche. C'est surtout identifier quel est le modèle opératif. Ok, alors j'ai besoin d'une équipe et ils ont besoin de quel profil et j'ai besoin de quelles compétences. Bon, en pratiquant un petit échec, vous allez déjà savoir ce qui est utile, ce qui est indispensable et combien ça va vous demander en temps et en ressources. Donc c'est vraiment identifier ce qu'il y a de l'impact aussi bien pour le client final que vous visez, mais aussi en interne pour dire ok, cet acte-ci, je l'ai fait, est-ce que j'ai fait plus de ventes? Non. Est-ce que j'ai créé plus d'engagement client? Ah oui, peut-être. Ok. Qu'est-ce qui a marché? Comment est-ce que je peux le faire? On a fait un test, on a validé. Ok. Comment est-ce que je peux aller plus loin dans le processus? Comment est-ce que je peux dégager de la valeur? Est-ce que je peux faire ça dans un modèle plus scalable, je dirais? Comment est-ce que générer plus d'efficacité et de croissance? J'ai parlé de l'exemple du chatbot, vous mettez quelqu'un qui teste, ok, bon maintenant on va automatiser certains processus. Est-ce que j'arrive à répliquer? Est-ce que j'arrive à aller plus loin? Et seulement alors vous investissez. Donc la question en entreprise aujourd'hui, c'est toujours, on va commencer par investir, on va faire un budget, on va prendre un partenaire IT et puis on va investir dans plein de profils. Faire quoi? On ne sait pas. L'investissement arrive à la fin. Une fois que vous avez compris où se situe la valeur, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, là on met l'argent parce qu'on sait combien ça va nous rapporter. Et que chaque petit élément que vous avez testé, combien derrière, quelle est la rentabilité que ça va arriver derrière, ou la valeur client que vous aurez créé. L'impact. En gros, hein, c'est le processus de design thinking que vous voyez tout le temps en entreprise. Vous commencez, ça commence par le rôle. J'observe, je comprends, je regarde mes clients et je vois quelque chose que je pourrais faire qui est utile, où je serais quand même assez pas mal pour le faire. Je trouve des solutions, qu'est-ce qui pourrait être intéressant? Je prototype rapidement. Un proto, ça ne doit pas coûter cher, ça doit permettre de répondre à des questions. Je le teste, j'apprends sur les clients, j'apprends sur les processus, j'apprends sur mon modèle organisationnel. Sur base de ça, je repars. Et c'est ce processus-là, en fait, qu'on a en pratique. En gros, l'idée, hein, c'est qu'on a tous été formatés pour faire ça. On ne peut pas faire d'erreur, c'est interdit. On doit faire un produit qui marche, qui fonctionne, qui est rentable, ça doit être validé à tous les différents niveaux d'entreprise, parce que chaque virgule compte, il y a le légal, il y a le civil, il y a la com. Le problème, c'est que maintenant, on rentre dans le minimum viable product. On doit passer de ce concept où on sait tous, on est tous sortis de notre parapluie, on est tous protégés, on est sûr qu'on a le concept parfait, à quelque chose qu'on accepte de mettre sur le marché pour valider et s'assurer qu'en fait, finalement, on se crée quelque chose de bien. Ça demande aussi
naturellement doser les cheveux. Souvent, pas cher, hein, mais vous aider rapidement, efficacement, parce qu'on est capable d'en tirer des conclusions pour qu'on puisse échelonner mieux la prochaine. Et on va dans ce processus. Et alors vous générez et vous créez de la valeur. Et pour rentrer dans une transformation digitale qui n'est non plus aspirationnelle, un beau rêve corporate, on va devenir Elon Musk de demain, mais vous démarrez, vous pratiquez la transformation digitale. Et là vous commencez à délivrer et savoir exactement qu'est-ce qui est adapté pour votre entreprise et surtout pour vos clients. Et voilà. Quelque part, c'est s'adapter au nourrir. Alors j'ai déjà commencé, puisqu'en fait, je me suis déjà fait remplacer pour la présentation par un robot, et que malheureusement, c'est évidemment un certain nombre de choses qui vont arriver à pas mal de personnes d'entre nous. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je fais un certain nombre de métiers en parallèle, c'est pour être sûr au moins qu'il y en ait un qui existera encore dans quelques années. Que comme Pierre le rappelait tout à l'heure, la formation, ben, on n'est pas sûr que ça va encore subsister relativement longtemps. Et certains ne s'en rendent pas encore compte. On faisait une présentation l'autre jour à l'UCL, et un enseignant de l'UCL disait, mais est-ce que vous croyez qu'on va être remplacé par des robots? Et la réponse a été, puisque vous posez la question, oui. Parce que si, à la limite, c'est beaucoup un des éléments de la transformation digitale, si vous n'avez pas une valeur ajoutée, si vous vous posez la question de savoir vous pouvez être remplacé par d'autres, vous savez, remplacé par un autre. C'est assez clair. La question, c'est qu'est-ce que vous pouvez apporter qu'un robot ne peut pas encore. Alors on est dans un univers qui change très très vite, qui change de plus en plus rapidement. Et juste quelques chiffres, on constate quand même que plus de 50% des Fortune 500, c'est-à-dire les plus grandes entreprises, ont disparu depuis l'an 2000, ne sont plus dans le classement des 500 plus grands. Et plus de 80% des patrons d'entreprise considèrent qu'ils vont être disruptés. Alors disrupter, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre secteur qui prend votre place. C'est Airbnb par rapport aux hôtels. C'est Uber par rapport aux taxis. C'est Amazon par rapport à la logistique. Donc c'est des gens que vous ne regardiez pas, des gens qui faisaient autre chose que votre métier. Alors le grand problème qu'on a aujourd'hui, c'est que dans la plupart des entreprises, on navigue à vue. Donc on regarde ce qui se passe, on évolue, on regarde, et puis on se rend compte que la disruption existe, on se rend compte que tout le monde est connecté, et on ne sait pas trop comment faire, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire avec ça. Le problème, c'est qu'il faut être très agile. Il faut être très agile et il faut être capable de réagir très très vite. Parce que si vous laissez le taureau arriver, il n'y a pas une deuxième chance. Et donc ça va très très vite. Et donc ça nécessite aussi, et mes collègues en parleront, c'est aussi le fait d'avoir une certaine ouverture d'esprit et regarder ce qui se passe à l'extérieur. Regarder les potentialités de l'évolution. Alors ça c'est un peu le monde d'aujourd'hui. Il y a des éléments, effectivement, c'est qu'on se rend compte que comme ça ne peut pas continuer. Ça change très très vite. Je vais vous montrer quelques dates. En 50 ans, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 69, en tout cas pour ceux qui étaient nés à l'époque, 69 c'était l'arrivée de l'homme sur la Lune. Ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que tout le programme informatique qui a amené l'homme sur la Lune, c'est moins de 2% dans l'info. Ça a changé en 30 ans. Il y a 30 ans, Tim Berners-Lee a fait sa première note d'information sur Internet. Et ce que j'aimais beaucoup d'ailleurs, c'est le commentaire de son patron, Venice Protexide. C'est le tout début. C'était jamais qu'il y a 30 ans. Alors quand on regarde un bouquin de Thomas Friedman qui est sorti il y a maintenant 1 an et demi, qui s'appelle Thank You for Being Late, il dit en fait, 2007, ça a été vraiment l'année charnière. Qu'est-ce qui s'est passé en 2007? L'arrivée de l'iPhone. Mais c'est aussi l'arrivée du Big Data, c'est aussi le lancement de Facebook, c'est aussi WhatsApp, qui était le premier ordinateur d'intelligence, c'est aussi Android, c'est aussi le Kindle, c'est aussi Airbnb. Et donc vous vous rendez compte que globalement,
Tout ça, ça n'existait pas il y a 12 ans. Aujourd'hui, c'est des choses qui pour nous semblent évidentes. On se demande comment on faisait quand on n'avait pas d'iPhone. Il y a d'ailleurs une vidéo qui circule pas mal sur YouTube dans laquelle on voit un gosse à qui on donne une tablette, il touche, on lui donne un livre, et ça marche pas. Tellement on est devenu habitué à ce genre de comportement. Et les comportements changent. Les comportements changent de façon assez importante. On est dans un œuvre de disruption extrêmement important. Ça va de plus en plus vite. Les gens changent de façon de comportement, changent d'habitude, changent d'objet. Aujourd'hui, quand on sort le nouvel iPhone, vous savez combien de temps il a fallu, quand ils ont fait la keynote du dernier iPhone, pour qu'on parle de l'iPhone 11 3 secondes. 3 secondes après la fin de la publication, il y a quelqu'un sur Twitter dans la salle qui a dit ça serait quand même bien que sur l'iPhone 11, c'est ça. C'était même pas encore en magasin, c'était déjà fait. On a changé nos habitudes de consommation. Par exemple, on va sur Zalando. Il y a une tendance extrêmement lourde qui est la fin du travail salarié. Tout le monde est de plus en plus indépendant. On a des compétences, vous parlez déjà des compétences tout à l'heure, on a des compétences et on va les vendre. Et on va les vendre pendant un certain temps. Dans le bouquin Disruption que je vous recommande d'ailleurs, il dit en fait ceux qui seront encore salariés dans 10 ans, ça sera les plus mauvais. Ceux qui n'auront pas réussi à vendre leurs compétences. Il y a déjà des États aux États-Unis dans lesquels il y a plus d'indépendants que de salariés. Donc ça, c'est aussi une tendance relativement lourde. Il y a évidemment l'arrivée d'Uber qui date de 2009, qui a quand même été le bel exemple de disruption. Avec des changements de comportement aussi, comme Chris Hansen, qui est intéressant, c'est le gars qui avait décidé d'être le plus connecté du monde. Donc il utilise en fait toutes les possibilités d'être connecté et d'avoir ce qu'on a appelé aujourd'hui le développement personnel, c'est-à-dire le fait que je me connecte tout le temps, je regarde ma vie, je connecte toutes mes données et quelque part, j'enregistre en fait l'ensemble de ma vie. L'arrivée du Kindle, Netflix, qui est la mort de la télévision, par hasard Apple vient de lancer son service, qui parmi vous a encore regardé un journal télévisé à 19h30? Je suis désolé de vous dire que vous êtes une espèce en voie de disparition. Aujourd'hui, quand je bosse avec mes étudiants, il n'y en a pas un qui lève la main. Et je leur demande s'ils regardent un podcast, il y en a quand même 5. Pourquoi? Parce que la principale source d'information, c'est plus celle-là. Et aujourd'hui, on est habitué à choisir l'information quand on a besoin. Moi, je regarde encore souvent des journaux télévisés, mais généralement, c'est le lendemain matin dans ma voiture pendant les embouteillages. Le crowdfunding par rapport à la banque, les voitures connectées sans chauffeur, les voitures connectées sans chauffeur qui vont faire que toutes les statistiques considèrent qu'un bon 50% de l'industrie automobile va disparaître, que toutes les politiques de mobilité que nos secrétaires d'État favorisent à Bruxelles mettent en place sont évidemment sans aucune mesure par rapport à ce qui va arriver. Et qu'en fait, il y a une activité absolument fabuleuse qui est en train de se mettre en place, c'est les activités, 7 trillions de dollars, les activités des gens qui seront dans les voitures et qui ne conduiront plus. On va les occuper, puisqu'ils ne vont pas conduire. Donc il y a une évolution colossale. C'est l'arrivée des robots, avec Sophia, qui a été interrogée sur CNBC et sur CNN, qui ressemble de plus en plus à un être humain. Alors de temps en temps, ils gardent encore le côté technologique pour qu'on ne fasse pas trop la différence. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est capable de faire un robot qui ressemble vraiment à un humain. Mais voilà, il y a des discussions éthiques par rapport à ça. Ce qui est intéressant, c'est quand on a demandé à cette charmante robot, et tiens, en fait, c'est intéressant que son discours, c'est je vais aider les humains à comprendre le digital. Et puis un journaliste qui a dit mais vous allez faire quoi avec les humains? Et spontanément, je réponds à un heure, on va s'en débarrasser. Et donc le programmeur qui est à côté du mieux, ça c'est un peu qu'on va corriger. Mais le rôle avec la même critique. Spotify sur la consommation de la musique. Et puis il y a des choses qui commencent à arriver tout doucement. Vous imaginez quelqu'un qui pouvait faire off. Pourquoi pas? Quelque part. Donc il y a des contrastes qui sont en train de se mettre en place aussi, qui sont quand même relativement importants et qu'on voit. Je prends l'exemple de l'enseignement. Ça c'est une classe en 1918, relativement classique, avec des métiers qui étaient les métiers de l'époque. Donc il y avait une cohérence. Aujourd'hui c'est une classe. Qu'est-ce qui a changé? La photo est en couleur. C'est les mêmes études qu'on donne aux mêmes profs. Ma fille a terminé romane. Elle n'a pas eu plus que 15 heures de cours de technologie, dans lequel en gros il y a appris à faire un bug.
C'est quand même hallucinant, on est quand même en 2019. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez la classe. Ça, c'est les métiers d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'ouvrier, hein. Ça marche tout seul. Or, il existe déjà des technologies, il y a déjà des classes connectées, il y a déjà des outils. Alors pourquoi c'est comme ça? Et ça, c'est un des gros problèmes que nous avons, mes chers collègues et moi, c'est la résistance au changement. Parce que les gens n'aiment pas changer. Et on est tous comme ça. Je suis certain que quand vous allez au bureau, vous prenez tous les jours le même chemin. Sauf que dans l'embouteillage, vous suivez Waze. Mais a priori, dès que l'embouteillage est fini, vous allez prendre le même chemin. Moi, je bosse avec mes étudiants tous les ans. Ils s'assiedent le premier jour, au premier cours, à un endroit, pendant toute l'année, ils s'assiedent à la même place. Enfin, je regarderai que le premier rang, parce que mais ces comiques, c'est toujours les mêmes, à la même place. Donc, on a ça un peu en nous, par contre, alors, un truc intéressant aussi, c'est, on a beaucoup dit, là, avec Internet et l'arrivée des réseaux, etc., c'est, voilà, la connaissance, c'est le pouvoir. Alors, c'était vrai. C'était vrai quand c'était Francis Bacon, c'était vrai quand c'était au XVIe siècle, mais aujourd'hui, quand on regarde la librairie du Congrès et qu'elle fait un nombre d'exabits absolument hallucinant, c'est-à-dire qu'en fait, il est devenu aujourd'hui impossible de tout savoir. Par contre, ce qui est intéressant et qui pose des questions en entreprise, c'est quand vous êtes votre patron favori qui vous demande de faire quelque chose et que vous lui renvoyez un rapport, et il s'attend évidemment à ce que vous ayez regardé tout ce qui est possible de savoir. Et comme par hasard, il va évidemment tomber sur une information que vous n'avez pas vue. On va dire, enfin, comment t'as pas pu voir ça, c'était sur Internet. Mais il y a beaucoup de choses sur Internet. Donc, aujourd'hui, fondamentalement, tout le monde part avec la même base de connaissances. Et pour reprendre un exemple de l'enseignement, on a, enfin quand je dis on, la majorité des profs, il y en a encore qui n'ont pas encore compris, et aujourd'hui, quand on arrive pour donner son premier cours à l'université, les étudiants ont accès à la même chose que ce que je sais, et accès à des meilleurs profs que moi. D'ailleurs, je leur dis, je leur donne même des vidéos, ils doivent les voir, pas de raison. Ça change fondamentalement les rapports. Et en entreprise aussi, puisqu'on a accès à toute cette information. Et donc, quelque part, la connaissance n'est plus vraiment. Alors, on a l'arrivée de l'Internet des objets, qui est un marché absolument gigantesque et qui fait que vous avez des objets connectés. Objets connectés comme des brosses à dents, par exemple, comme la fourchette qui vibre quand vous mangez trop vite. Ah bon. Ce qui est intéressant en termes de marché derrière, c'est les quantités d'informations qu'on va collecter, qu'on va générer dans ce qu'on appelle le big data. AXA, qui est une compagnie d'assurance que vous connaissez sans doute, a offert en France 10 000 Apple Watch à des clients. C'est gentil, hein? Et en échange d'une diminution de leur police d'assurance vie. Pour le moment. Parce que bien entendu, le jour où votre rythme cardiaque va devenir un peu bizarre, je ne suis pas sûr qu'ils vont continuer à vous assurer. Donc il y a aussi pas mal de questions éthiques qui se posent par rapport à ça. Et puis il y a tout ce qui est smart cities, c'est-à-dire la connexion de toutes ces données par les autorités publiques pour gérer notamment la mobilité. Alors, il y a évidemment plein de métiers qui disparaissent. C'est d'ailleurs le sujet de mon prochain bouquin, qui s'appellera Au secours, mon métier a disparu. Je suis déjà à 150 ans. Heureusement, il y en a quelques-uns qui arrivent. La question, c'est que ce n'est pas les mêmes. Et c'est peut-être pas pour les mêmes personnes. Le premier, évidemment, qui a beaucoup circulé, c'était les caissiers. Alors, Pierre Lelon parlait tout à l'heure du fait qu'on licencie dans les entreprises. Il y a un truc qui est hallucinant. Ça a apparu il y a 4 ans. Il y a 4 ans, on a montré ça sur RTL. Imaginez, vous êtes caissier au Carrefour. Paris est chef caissier chez Cowell. Vous venez d'emprunter pour 20 ans. Vous découvrez la télévision que votre métier est mort. Et qu'est-ce que Carrefour a fait depuis 4 ans? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il licencie. Et là, je trouve qu'il y a une responsabilité quand même relativement importante des organisations, c'est d'anticiper. On ne peut pas dire qu'on ne l'a pas vu, hein. Ça fait des millions de vues sur YouTube. Alors, autre métier qui disparaît, et ça date d'il y a quelques jours, c'est la presse. Vous allez avoir un abonnement Apple qui va vous donner accès aux 10 $ par mois à tous les journaux. Quasi. Tous ces gens applaudissent alors que leur beau-frère travaillerait dans un journal. Donc la question, c'est qu'on a vraiment des pans entiers d'économie qui vont travailler de façon totalement différente. Mais ça n'est pas que des métiers sans qualification. L'exemple que j'aime beaucoup, et c'est pas parce que j'ai une haine particulière pour les radiologues, mais un radiologue, ça ne sert plus à rien. Ça sert à quoi un radiologue? Pourtant, c'est quelqu'un qui a des 15 ans d'études.
c'est quelqu'un qui va interpréter un cliché. Mais aujourd'hui, on met le cliché, on l'envoie chez Watson aux États-Unis, il peut voir en temps réel, en 2 secondes, 4 millions de clichés. Donc en général, au moins 200 000 clichés de votre main si vous avez la main cassée. On envoie ça à votre généraliste, il est tout à fait capable de savoir ce qui se passe. Par contre, de qui on aura besoin? Oui, le technicien en radiologie, qui lui va vous positionner correctement par rapport à la machine. Donc, les métiers qui vont disparaître ne sont pas nécessairement des métiers de base, il y a des métiers à haute valeur ajoutée qui n'auront plus d'intérêt. Alors, évidemment, les fermiers, les grandes entreprises fermées, aujourd'hui c'est des machines. On a eu beaucoup de discussions sur l'évolution, oui, c'est les travailleurs immigrés qui viennent. Non, c'est fini, les travailleurs immigrés vont se bouffer aussi. Aujourd'hui, c'est dans les grandes exploitations, c'est des machines automatiques. Les exploitations sont contrôlées par drone. Et on sait quand il faut le faire. Les vaches sont contrôlées par drone et par l'intelligence artificielle pour savoir exactement quand elles sont prêtes à réduire. Sans parler évidemment des ouvriers d'usine, ça évidemment c'est assez clair. Aujourd'hui, l'usine, ce n'est plus une usine comme celle-là, c'est évidemment essentiellement technologique. Et l'exemple notamment d'entrepôts et autres, c'est ça, c'est des robots. Qui ont le grand avantage de ne pas être syndiqués, de travailler 24 heures sur 24. Évidemment. J'aime beaucoup cette phrase d'ailleurs. On dit en fait, pourtant c'est une phrase qui date d'il y a un certain temps. Il dit en fait l'usine du futur, c'est en fait une usine dans laquelle il y aura un humain et un chien. L'humain servira à donner à manger au chien, le chien s'occupera de ce que l'humain ne touche surtout pas aux machines. Alors tous les chauffeurs Uber, les chauffeurs de camions, etc., on a déjà plusieurs millions de kilomètres aux États-Unis qui sont faits par des camions où il y a encore un chauffeur dedans. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que le look des camions n'a pas changé. Il y a toujours une vitrine devant, il y a toujours un siège devant. Je pense qu'on va rapidement enlever ça parce que ça ne sert plus à rien. Les chauffeurs de taxi, et avec un taux d'accident qui est évidemment infiniment moindre. Aujourd'hui, il y a eu 2 morts à cause de voitures connectées sans chauffeur. 2 erreurs humaines. Oui. Alors, il y a quelques débats intéressants au niveau philosophique. Il va falloir programmer les voitures. En leur disant, tiens, vous arrivez dans une rue, et devant vous apparaissent en même temps une mère de famille avec un enfant, un vieillard et un adolescent. Voilà, vous tuez qui? Mais ça peut nous arriver aussi, à part qu'on n'a pas été programmé, et donc on va, je sais pas, fermer les yeux, tourner à droite, à gauche, on ne sait pas ce qu'on va faire à ce moment-là, et ça peut arriver. Et là, il va falloir expliquer à cette machine comment il faut faire. C'est intéressant. C'est ouvert à Liège. Ça fonctionne très très bien. Alors il y a un grand... Oui, on a un connaisseur. Vous pouvez demander à la pause. Alors c'est intéressant d'ailleurs parce qu'en fait, il y a des discussions éthiques, il y a beaucoup de discussions éthiques autour de la transformation digitale. Et une qui est intéressante, c'est qu'en fait les féministes disent mais c'est absolument scandaleux. Parce que déjà la prostitution c'est pas terrible, mais là c'est vraiment clairement mettre en place des objets qui sont des femmes. Donc en termes de réflexion philosophique, c'est quand même très intéressant, en tout cas, ça fonctionne. Alors, ça vous avez dû voir aussi récemment dans la keynote d'Apple si vous avez regardé. Mais c'est la fin de toute une série de choses en matière bancaire. Hein. Vous allez pouvoir avoir une carte de banque par Apple qui va vous donner de l'argent chaque fois que vous l'utilisez. Et en particulier, si vous utilisez votre carte de banque pour acheter des produits Apple, ça fait 3%. Et votre banque, elle vous donne combien? Donc clairement, c'est un peu la panique. Donc c'est un métier, ça fait des années, et Olivier le sait bien, ça fait des années qu'on attend ça. Pas parce qu'on est des fanatiques d'Apple, parce que c'est logique. Ils ont des informations, ils ont une base de clientèle absolument colossale. On paye déjà énormément de choses, juste avec son empreinte faciale, ça marche. Évidemment, ils rentrent dans le secteur bancaire, c'est logique. Alors on a des entreprises qui disparaissent. Et c'est intéressant, c'est ça ici qui date de quelques années, mais j'aime bien. C'est l'évolution du Fortune 500, je vous en parlais tout à l'heure, 50% ont disparu depuis l'an 2000. Quand on regarde d'année en année, entre 73 et 83, il y avait 35% des entreprises qui n'étaient plus dans le classement. Entre 2003 et 2013, il y avait 70% des entreprises en 10 ans qui avaient disparu du classement. Pourquoi? Parce que Facebook n'était pas là, parce qu'Apple n'était plus dedans, parce que toutes ces entreprises de nouvelles technologies, rappelez-vous ce que je disais il y a 2 minutes sur 2007, 2007 c'est
Il y a évidemment Kodak. Kodak est l'exemple type, évidemment, d'une entreprise qui a inventé la technologie qui l'a tué et qui n'y a pas cru. Kodak a continué à travailler en disant la photographie digitale, c'est un gadget, ça va pas marcher. Bill Gates a bien dit un jour que l'Internet était de mode, ça sera. Donc tout le monde fait des erreurs. Mais globalement, c'est hallucinant. C'est une entreprise spécialisée qui s'est laissée vivre. Alors, un élément aussi qui est intéressant, c'est la rapidité de changement des organisations. Je prends toujours l'exemple d'Uber, parce qu'en fait, Uber, c'est intéressant à plein de niveaux. Uber a été créé en 2009 et a généré évidemment énormément de critiques, notamment de la part des taxis, qui trouvaient qu'on prenait leur métier. Bon. Les taxis se rendent même pas compte qu'ils ont déjà 2 guerres de retard. Donc si vous avez investi dans une société de taxi, vendez. Et d'ailleurs, si vous avez investi, parce que le placement de groupe et de famille, intéressant aussi, c'est les garages. Les garages, de toute façon, ça coûte rien, ça n'a pas d'entretien, les gens payent tout le temps, c'est mort. Hein. Comme vous allez prendre des voitures, genre cabrio et vous n'aurez plus votre voiture, il n'y aura plus de garage. La meilleure preuve, c'est qu'il y a une société de parking à Marseille qui, sachant que ça allait arriver, a commencé à installer une ferme souterraine dans un parking. Parce que ces hectares de parking un peu partout, il n'y aura plus personne dedans. Hein. Puisqu'il n'y aura plus que des voitures qui vont tourner. Donc il n'y aura plus de parking. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font Uber? Je vous rappelle, c'était créé en 2009. Hein. Ils ont changé de business model. Ils ont rajouté Uber Eats pour s'amuser un peu, mais globalement, ils investissent là-dedans. Donc ils savent déjà qu'un métier qu'ils ont créé il y a 10 ans est mort. Donc le chauffeur Uber, le nouveau truc technologique, c'est déjà fini. Pas demain, après-demain. Alors les organisations, elles changent aussi en interne. Je vais vous donner quelques exemples sans vouloir aller sur le terrain de mes collègues. Un élément important, par exemple, c'est les réseaux sociaux internes. Pourquoi c'est important, c'est un de mes dada en organisation? C'est parce que fondamentalement, les gens sont habitués à aller sur les réseaux en dehors. Pourquoi on ne donnerait pas la même façon de travailler en interne? Les gens sont sur Facebook, enfin pas les jeunes. Facebook, c'est un truc de vieux. Hein, donc, un ado qui arrive sur Facebook, c'est qui son premier ami? Mamie. Donc, voilà. Et donc, au bout de, il va se rendre compte relativement vite que mamie, papi, machin, c'est pas un truc hyper technologique. Donc, il a envie de partir sur Snap ou autre. Bon. Donc, aujourd'hui, la majorité des collaborateurs sont dans les réseaux sociaux internes et externes. Donc, on leur donne quelque chose, que ce soit Yammer, que ce soit Slack ou autre. Et en fait, juste un exemple pratique. Quand vous voulez avoir une information dans une entreprise et que vous demandez cette information par un mail, ben vous allez devoir envoyer un mail, 2 mails, 3 mails, 4 mails, 5 mails pour peut-être un jour avoir une réponse. Tandis que si vous posez la question dans le réseau, comme vous pouvez le faire sur LinkedIn, comme vous pouvez le faire sur Facebook, vous posez une question, vous avez une réponse de la personne qui sait répondre. Et ça marche très bien. Sur LinkedIn, moi j'ai eu un cas il n'y a pas tellement longtemps d'une formation en marketing digital à l'ICHEC. Un conférencier me prévient le jour même, le matin, en disant écoute, je suis désolé, je dois être à Paris avec un client, etc. Ok. J'ai mis un post sur LinkedIn en disant je cherche un conférencier pour ce soir 18h15 à l'ICHEC à Montgomery sur ce sujet-là. J'ai eu 6 réponses. Comme c'est là qui choisit, je l'ai remis sur LinkedIn en disant vous pouvez m'aider à choisir. Ils m'ont dit non, c'est celle-là qui est la meilleure. C'est impossible, ça, un réseau. Alors, un élément important aussi, qui est beaucoup gros, c'est la sécurité de l'information. Et il n'y a pas que en matière de GDPR, mais c'est le fait qu'aujourd'hui, on est censé, dans une société compliquée, garder quand même secrète un certain nombre de choses. Et on parlait de Solvay, mais il y en a d'autres dans lesquels il y a quand même des brevets, GSK, qui n'est pas très loin. Enfin bon, c'est des sociétés dans lesquelles la culture du secret est quand même importante. Et on se balade avec des gens pour lesquels la sécurité de l'information, c'est un fantasme absolu. Ils ne comprennent pas. Un exemple que je donne toujours, c'est des études qui a eu en 2005 à Londres. On a interrogé 2000 personnes qui sortaient du train. On leur a dit si vous répondez à 5 questions, je vous donne un bon chocolat. Votre nom, votre prénom, l'organisation dans laquelle vous travaillez, le login et le mot de passe. 70% des gens me répondent. Alors on a dit oui, mais enfin, ça ne doit pas être le vrai. Si, ils ont vérifié. Enfin, ils ont demandé à l'autorité anglaise de protection des données de vérifier. Et ils ont pris un échantillon de 200, et sur les 200, 80% c'est des bons. Les gens n'ont aucune notion par rapport à ça. C'est pas notre. Et aujourd'hui, les entreprises travaillent avec plein de trucs à l'extérieur. On travaille sur Dropbox, on travaille en Mailchimp, on travaille enfin, dès qu'on commence une réunion, qu'on soit consultant ou en entreprise, le premier truc qu'on pose comme question, c'est sur quelle plateforme on va. Généralement, on va en Dropbox, en Google Drive, en OneDrive. Alors, si on est dans des univers genre Microsoft 365, ben, on a les outils à l'intérieur, mais souvent, on part. On a une arrivée du GDPR, qui
qui a généré toute une série de choses, et notamment des influences en matière de sécurité de l'information. Ce qui a changé aussi, c'est les organigrammes. Un organigramme, c'était un truc relativement structuré, avec des gens au-dessus, en dessous, etc. Avec aussi, je dirais, avant la réduction des coûts, j'ai bien cette image assez vieille, mais dans lesquelles il y a quand même 12 mecs qui regardent, il y en a un qui travaille, ce qui est évidemment plus possible aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, en fait, les organigrammes, fondamentalement, c'est des choses parfois extrêmement compliquées. Moi, j'étais directeur administratif financier pendant des années. Je n'ai jamais réussi à vendre à mes patrons, sauf le jour où j'ai fini par être directeur général, où j'ai fait ce que je voulais. Mais chaque fois que j'allais voir mon patron en disant voilà, je vous montre un organigramme, il dit non. Celui-là, tu ne peux pas le mettre là. D'ailleurs, s'il faut vraiment le mettre. Voilà. Et donc, en fait, l'organigramme, c'est une espèce de fantasme. Alors que ça devait être un truc opérationnel, c'est un fantasme du dirigeant. Donc, or, les organisations aujourd'hui, c'est quoi? C'est ça, hein? C'est un réseau. Et le patron, il est où? Il est pas au milieu, hein? Et on analyse aussi, et ça, on le fait en transformation digitale, on regarde les interactions. Et on se rend compte si le gars là qui est tout seul, pourquoi il est tout seul? Ben, il est arrivé hier, pas grave. Par contre, j'ai eu un cas intéressant, c'est quelqu'un qui avait juste deux liens, le directeur général et sa secrétaire. C'est la responsable de la communication, depuis 4 ans. On a un souci. Donc, ça se voit maintenant. C'est comme ça qu'on travaille. Alors, on a l'ergonomie. Alors, le contexte classique, c'était ça. Donc, on réfléchissait, il y a même des diplômes universitaires sur l'ergonomie, etc. Aujourd'hui, le contexte, c'est qu'on travaille n'importe où, n'importe comment. Et avec plusieurs trucs. J'aime bien celui-là parce qu'en fait, il a un Mac, une tablette, un iPhone et même une pomme. Donc, très rapide. Le côté command and control, qui était le bonheur total du dirigeant, il n'y a rien de plus facile pour diriger des gens en disant vous êtes tous cons, je suis le chef, qu'est-ce que je dis? Bonheur, hein? C'est comme être prof UNIF il y a 20 ans, j'arrivais, mes étudiants étaient complètement crétins, je leur donnais mon savoir. Ils me regardaient avec respect. Aujourd'hui, c'est fini. Et en entreprise, c'est la même chose. On ne peut plus commander des gens. Surtout, pourquoi? Mais parce qu'ils ne seront pas là. Parce qu'il y a de plus en plus de télétravail. Et qu'on ne veut pas gérer en commandant dans le contrôle, c'est-à-dire en donnant des ordres de quelqu'un qui est parti pendant 2 jours par semaine. Autre élément, par exemple, c'est la mort du silo. Le silo, c'était quoi? Le silo, c'était la comptabilité qui ne parle pas au marketing, qui ne parle pas à la production, qui ne parle pas à la vente. Aujourd'hui, c'est fini. Pourquoi? Mais en particulier à cause des réseaux sociaux, les gens se parlent de façon transversale. Il n'y a plus de hiérarchie dans la communication. J'ai eu un exemple de quelqu'un qui travaille dans une multinationale qui a demandé à son patron pendant 2 ans de l'aider à modifier une base de données parce que simplement ça l'embêtait, ça ne fonctionnait pas bien. Et son patron dit oui, je m'en occupe, il n'a jamais rien fait. Et à un moment donné, ils ont mis les réseaux sociaux internes dans l'entreprise. Et donc, cette collaboratrice a mis dans le réseau bonjour, est-ce que quelqu'un peut m'aider? Son patron a évidemment vu qu'elle avait mis, il lui dit enfin, ce ne sera jamais. Le problème, c'est que le lendemain, ou je crois que c'était le surlendemain, quelqu'un à Washington lui a envoyé un truc en disant c'est fait. Alors, les silos dans la tête de son patron, c'est ça qui s'est passé là. À quoi il sert? Le problème du middle management aujourd'hui, c'est quelle est sa valeur ajoutée? Tout à l'heure, valeur ajoutée tout à l'heure, c'est à quoi il sert? La courroie de transmission en entreprise, c'est fini, on n'a plus besoin, on communique avec tout le monde. Même en plus, tout ce qui est bring your own device, le fait que, enfin, moi j'ai des associés dans mon cabinet, ils travaillent tous en Dell. Moi je travaille en Mac, il ne faudrait pas qu'ils essayent de faire travailler avec autre chose, chacun travaille avec son truc. Quand on a un collaborateur qui arrive, on dit t'as un PC? Ouais. T'as un smartphone? Ouais. Ok, vas-y. Et puis c'est tout. Et on commence à travailler. La gestion de la connaissance, car il y a des grands débats, le nombre de connaissances. Mais la question c'est comment essayer de trouver l'information dont on a besoin, de façon efficace et rapide. Et donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on parle de plus en plus de knowledge sharing et pas de knowledge management. Ça dit qu'en fait quelqu'un qui est important aujourd'hui en entreprise, c'est quelqu'un qui partage, pas quelqu'un qui gagne. Et donc il faut transférer l'information. L'intelligence collective, c'est qu'on puisse se passer de l'information. Et donc il faut qu'on change. Il faut qu'on change, il faut qu'on change relativement vite. Alors, pour terminer rapidement, on a vu déjà en matière de disruption, l'industrie musicale, c'était déjà dans les années 95, c'est à l'époque où j'étais patron de Savane, l'arrivée du digital, la remise en cause du modèle économique, catastrophe totale, chiffres de l'industrie médicale qui sont sortis ce matin, plus 15%. À cause du streaming, ou grâce au streaming. Donc,
quelque part, l'industrie musicale a réussi à passer au-delà de un autre business model. Tout ce qui était print en 2010, aujourd'hui, on est dans le bancaire, etc. Il n'y a quasiment plus aucun secteur qui ne sera pas impacté. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut changer fondamentalement pour être une entreprise du 21e siècle. C'est se baser sur l'expérience, se baser sur le client, se baser sur l'agilité, évoluer rapidement parce que le produit qu'on est en train de vendre ou le service qu'on est en train de vendre, il va peut-être disparaître dans quelques jours, quelques semaines. On a eu un collaborateur qui nous disait, en fait, c'est quoi mon plan de carrière? J'ai éclaté de rire. J'en sais rien. Dans 2 ans, je ne sais même pas si notre boîte existera toujours, on va peut-être été racheté, je sais pas, j'en sais rien. Je ne sais pas ce que moi je vais faire dans 2 ans. Donc, alors, comme je suis un grand fanatique d'Apple, Steve Jobs terminait toujours ces trucs par one more thing. Donc je vous ai donné 2 pour vous montrer l'état où on est. Elon Musk, l'homme qui envoie des Tesla dans l'espace, il a aussi investi dans une boîte qui est assez intéressante, qui s'appelle Neuralink. Et Neuralink, c'est une boîte dans laquelle on travaille sur les implants cérébraux pour améliorer vos capacités intellectuelles. Alors une question que je laisse à votre réflexion, vous avez des enfants, la puce électronique qui améliore le quotient intellectuel de votre enfant pour le faire passer de 120, qui est déjà pas mal, à 160, coûte 4 000 €. Une femme de ménage va s'endetter pour l'acheter. Est-ce que vous la mettez en place? Et dernière chose, la singularité. La singularité est atterrée de Kurzweil sur le fait qu'à un moment donné, on va pouvoir intégrer les robots et le corps humain. Ce qu'il appelle la singularité, c'est aussi le moment où les robots vont commencer à se rendre compte qu'ils sont conscients. Et que donc le next step, c'est est-ce qu'on a besoin des humains? Kurzweil n'est pas un cinglé. Kurzweil est un numéro 2 de Google et il a 750 millions de $, annuels pour travailler là-dessus. Le patron de Google a dit en conférence de presse, il ne va pas arrêter, je veux être éternel. Donc on n'est pas dans la science. La seule chose dont on est sûr aujourd'hui, et ça date d'Héraclite, c'est rien n'est permanent sur le changement. Héraclite, c'était il y a longtemps. Mais aujourd'hui, c'est hallucinant, ça change tout le temps. Et ce qui est très important pour vous et pour nous, à titre de conseil, c'est qu'en fait, aujourd'hui, si on ne change pas, en gros, on est mort, on descend du train. Notre train va continuer, et il va vite. Hein. Donc tout ce que je peux vous souhaiter, c'est bonne chance dans cet univers digital. Et je vais vous laisser juste une petite vidéo pour conclure sur la disruption, pour voir concrètement d'où vient en fait cette idée de disruption. Merci. Vraiment, merci. Je vais présenter Grégory, hein, je vais permettre que je le fasse. Donc, comme je l'ai dit au début, Grégory Mestron travaille depuis 27 ans, 28 ans, je pense, c'est un de secret, et depuis maintenant 4 à 5 ans, Grégory est en charge des problématiques de transformation digitale au sein du groupe ô combien classique ou faisant partie des joyaux de la Belgique, hein, même si ça a changé. Et ce sont des métiers, des cœurs de métier, je pense, qui sont relativement différents de ceux qu'on a pu évoquer avec Uber. Oui. Voilà, la parole t'appartient pour aborder cette troisième facette, qui est la facette plus RH. Bienvenue dans le cloud, puisque la présentation est en Google. Voilà. Et donc la première image, c'est une image qui a été prise à la Silicon Valley il y a 4 ans maintenant. Je crois que c'est toujours d'actualité et comme ça peut-être davantage de commentaires.
Donc moi j'avais envie de vous sensibiliser un peu à pourquoi et comment devenir des acteurs de votre transformation digitale, à la fois au niveau individuel et à la fois au niveau collectif, au niveau des organisations. Alors, voilà, donc petite présentation. Donc, ça fait plusieurs années maintenant que je suis dans l'équipe digitale chez Solvay. J'ai eu la chance donc, de faire une super learning expedition au début de cette aventure à la Silicon Valley avec un grand message qui était la singularity, qui est définie là-bas comme étant en fait 10 exposants 9 fois mieux, 10 fois mieux et pas une petite amélioration de 10%, ça ne sert pas à grand chose. Et donc l'Amérique, elle a le sentiment de travailler pour le monde entier. C'était une expérience assez intéressante. Et l'année dernière, j'ai eu l'occasion d'aller à Shenzhen. Je ne sais pas si vous connaissez Shenzhen. Oui, c'est la Silicon Valley chinoise, donc c'est probablement une des villes les plus modernes du monde aujourd'hui. Où, de retour de Shenzhen, je me suis dit, il se passe quelque chose. La Chine a 10 ans d'avance. Tout ce qui se passe à la Silicon Valley, on le voit tous les jours sur Internet. Ce qui se passe en Chine, on est beaucoup moins conscientisé. Quoique, si vous suivez la presse ces derniers temps, Alibaba à Liège, Thunder Power à Charleroi, le centre de recherche à Louvain-la-Neuve, ce matin Xiaomi. Xiaomi, ça vous parle? Qui connaît Xiaomi parmi vous? Xiaomi. Alors, Xiaomi était connu pour étant la société qui copiait les iPhones, et depuis lors, c'est devenu une société avec une nouvelle façon de travailler. On parlait de disruption tout à l'heure, elle est en train de disrupter le marché des plateformes d'objets connectés. Et donc, je vous invite à aller voir sur Internet l'article, je pense que c'était sur RTL, Xiaomi qui va s'implanter en Belgique, qui va vendre toute une série d'objets connectés de façon tout à fait unique. Donc, tout ça m'a donné beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration, beaucoup de partage aussi. Et voilà, donc dans Digital Awareness, il y a une chose qui est Solvay, c'est 27 ans chez Solvay. Et depuis le 1er janvier, j'ai créé une petite structure d'accompagnement au niveau de l'entreprise personnelle pour sensibiliser justement au digital. Et j'avais été nommé l'année dernière un des Bologna Digital Champions, où on essaye un petit peu aussi de créer quelque chose de ressources entre beaucoup de personnes qui ont l'expérience en ligne. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous parler très brièvement de la digitale et de la technomania, parce qu'on a déjà un peu abordé à la fois les technologies, à la fois les new ways of working et le digital, et surtout vous parler de plan d'action initiative pour vous donner des exemples pratiques et concrets de ce qui a été fait, de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, de ce qui est aujourd'hui, en tout cas, une certaine idée de ce qu'on peut faire dans ce futur. Alors quand on parle de digital mania, j'ai mené pas mal de workshops, de discussions, etc. Et on demande aux gens, mais c'est quoi le digital pour vous? On obtient plein de réponses différentes. Alors, dans la majorité des cas, on parle de ce qui se passe ici, dans la colonne de gauche, avec les smartphones, collaboratifs, Internet, les applications sur son iPhone et autres. Et puis, il y a aussi, on l'a évoqué dans les deux précédents, tout ce qui est technologie, on parle de blockchain, on prendra ça après, parce qu'on parle surtout du Bitcoin, l'impression 3D, la suppression des stocks, de la logistique, des drones qui permettent de faire des trucs, etc., etc. Donc ça c'est un peu la culture générale. Et quand on creuse un petit peu, en fait, le digital, qu'est-ce qu'il apporte? C'est cette faculté d'analyser des données. Et ces données qui sont analysées, qui permettent de faire des prédictions, des scénarios, permettent d'aboutir évidemment à des plans A, plan B, plan C, à des décisions qui influencent les stratégies, qui permettent aux entreprises d'aller vers les nouveaux secteurs, d'aller vers des nouveaux clients, d'avoir des nouveaux marchés, et quelque part, c'est de créer de la valeur. Donc le but de cette transformation digitale, c'est illustré également dans les autres exposés, c'est de créer de la valeur qui se matérialise évidemment dans des euros, des dollars. Alors l'histoire, je ne vais pas vous la refaire, vous avez déjà vu, on a vu pas mal de choses très significatives. Le premier exposé, on a parlé d'Internet, des réseaux sociaux qui ont permis à monsieur et madame tout le monde de se connecter avec d'autres personnes, un Argentin, un Brésilien, un Thaïlandais, de suivre son parcours sur Twitter. Mais quand même, dans l'entreprise, ce n'était pas pareil. Donc, il existe des réseaux sociaux, on va dire par l'heure, Workplace. Mais la collaboration personnelle et la collaboration en entreprise, ça n'a rien à voir. Quand vous êtes chez vous et que vous voulez vous exprimer sur la politique, sur le sport,
vous permettez de gérer votre vie personnelle. En entreprise, c'est un peu plus délicat parce qu'il y a des jeux d'influence, parce qu'il y a des priorités, parce qu'il y a des objectifs, etc. Et ça ne fonctionne pas du tout de la même manière. Les plateformes, on les a vues, hein, celui-ci, Amazon, eBay, etc. Un paquet. Et aujourd'hui, on est passé dans l'ère du 4.0, un de ces chiffres, et donc c'est l'arrivée du digital. Le digital, c'est quoi? C'est en fait l'association du physique et du digital, avec des données, des plateformes et autres. Et en fait, l'exemple qui est là, c'est l'exemple, un exemple pour les dames. Une dame se trouve devant un écran qui analyse en fait la couleur de ses cheveux, la couleur de ses yeux, la texture de sa peau, et qui propose des scénarios, comme je le disais tout à l'heure. Donc la dame, elle doit soit aller au carnaval, ou à un mariage, une communion, un autre événement, et elle choisit parmi les scénarios le scénario qu'elle préfère en termes de maquillage, et donc elle choisit, et en fait elle a le tutoriel qui lui permet en face de la vitre de pouvoir d'utiliser les produits pour se maquiller tels que le choix est là, qui est basé sur ses données personnelles, qui est calculé par un outil, un miroir, un miroir machin. Alors, ça peut paraître fantaisiste, et ça c'est le futur. Le futur, c'était le 28 mars, à Paris, le salon du digital, et de plus en plus, vous allez entendre parler de ce qu'on a fait. Donc on est dans cette mouvance un peu folle, difficile à suivre, parce qu'on ne se rend pas compte. Dans le cadre de l'un ou l'autre workshop, j'ai souvent la remarque de dire ça c'est un peu difficile, avant que ça arrive. Oui, sauf que quand ça arrive, c'est bien trop tard, et il suffit de voir un peu les exemples. Proximus, qui doit licencier 1900 personnes, mais en réalité, j'ai mis 200 parce que les profils ne sont pas les mêmes. BNP Paribas, ou bien la FNAC, les exemples sont légion, et chaque fois, la raison, c'est la digitalisation. Alors, effectivement, je suis bien d'accord avec ce que vous dites sur les technologies, j'aime beaucoup cette publicité de avec ce slogan, c'est l'organisation, sont les personnes qui gèrent la technologie. La technologie est là pour aider. Et là, en haut à droite, vous avez une image de Las Vegas, où chaque année, les fameux CES, Consumer Exposition Show, et où les technologies sont montrées de manière extraordinaire, etc. Et ce qu'on constate au CES, c'est qu'en fait, depuis quelques années, on a très peu de choses innovantes, beaucoup de choses qui sont extraordinairement différentes. On a surtout des choses qui arrivent vraiment à maturité. Quand on parle maintenant de l'intelligence artificielle du big data, j'entendais la réflexion tout à l'heure, c'est un argument que j'évoque aussi, le big data c'est comme le sexe pour les ados, etc. C'est vrai, mais ça devient de plus en plus réel aujourd'hui, avec des exemples de plus en plus concrets qui permettent aux entreprises de gérer des choses de manière prédictive, analytique, etc. Quand on peut mettre de l'ordre dans ces données, on en retire un avantage extraordinaire. Et c'est ce que bien souvent les startups qui discutent les sociétés ont comme avantage, c'est qu'elles travaillent sur le client et qu'elles arrivent des données très claires et qu'elles donnent des services très personnalisés, rapides et efficaces, parfois même gratuits en partie, qui permettent de prendre d'autres choses qui font du business. Alors vous avez vu tout à l'heure Amazon Go, c'est ce qui va nous arriver très bientôt, c'est très étonnant d'ailleurs que ce ne soit pas encore là. Ceci c'est une vidéo de Google Assistant, donc Google Assistant, tu peux réserver un restaurant pour moi, la table d'or, jeudi 19h30 pour 4 personnes, merci Google, hop, et Google se charge de prendre des contacts avec le restaurant, de faire des réservations, de faire des propositions alternatives si ce n'est pas possible, etc. Donc on est dans ce monde où l'assistance devient vraiment liée à ce que vous avez dans votre poche. C'est vraiment tout est là-dedans, et vous pouvez vraiment l'utiliser pour rendre des services. Et puis ceci, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être moins, c'est Beachbody, une société qui fait de la réalité virtuelle avec de l'intelligence et du machine learning. Et donc vous mettez les casques devant les yeux et vous vous retrouvez face à une personne virtuelle à qui, l'exemple ici est un vendeur, à qui vous devez vendre un produit. Et basé sur les mots que vous utilisez et votre iris, vous avez un bulletin qui est vous avez bien fait ceci, vous n'avez pas bien fait ceci, on vous recommande cela. Et au plus le système est utilisé, et au plus il devient intelligent, au plus il donne des résultats probants, et au plus il améliore la performance des normes. Et ça, vous pouvez l'imaginer dans d'autres contextes,
en formation. Ça peut être aussi un outil qui peut être utilisé en termes de recrutement. Et donc la première version, ben, effectivement, elle prend du temps à être développée, elle a un coût, mais vous pouvez la faire payer des milliers de fois. Et chaque fois, le système s'améliore. Voilà. Donc j'ai un panel d'exemples, et on pourra en sortir d'autres. Et puis, ben, voilà, il y a quand même des références, Gartner, qui nous dit en fait, le futur, et c'est ce qui nous arrive maintenant de plus en plus, c'est qu'on va travailler avec des outils qui vont s'interconnecter les uns aux autres, via le cloud, etc. On est vraiment dans cette dimension. Alors tout ça c'est bien joli, c'est de la technologie, c'est pas ça qui génère les situations, c'est ça qui permet d'aider à trouver des solutions. Et derrière ça, il y a quoi? Il y a des business cases, il y a des demandes des clients et du marché. Il y a vos compétiteurs qui arrivent, il y a vos clients qui ont vu que quelque part il se passait quelque chose et ils font un nouvel appel. Un exemple concret que je peux vous donner chez Solvay, c'est L'Oréal qui débarque en disant voilà, nous on veut travailler avec vous, on veut continuer à travailler avec vous si vous mettez en place une blockchain par rapport au fait que vous extrayez des produits en Inde, vous envoyez en Amérique pour être traité, vous nous délivrez pour faire le produit fini. Bon, ok, blockchain ne connaît pas, on ne comprend pas, qu'est-ce qu'on peut faire, analyse de la situation, et finalement, collaboration entre les deux entreprises, mais quelque part, c'est devenu une demande express du client qui était, ça passe ou ça casse. Vous ne faites pas, si vous ne faites pas, c'est pas vous qui avez le marché. Il y a plein d'exemples concrets qu'on peut vous donner. Mais derrière tout ça, il ne faut pas oublier une chose, c'est que ce sont des êtres humains de transformation. Donc on peut imaginer tout ce qu'on veut, alors il y a différents niveaux de management, tout à l'heure il y a le management qu'on va y revenir, et donc derrière toutes ces transformations sont des êtres humains. Alors, en général, on essaie de scinder deux choses, en tout cas dans notre organisation, c'est le court terme, c'est qu'aujourd'hui il faut être plus compétitif, et chaque jour plus compétitif en cours. Donc c'est l'aspect excellence, compétitivité, opérationnelle. Et pour ça, ce qu'on appelle la digitalisation, c'est remplacer un contrôle papier par un contrôle tablette avec des moniteurs connectés, par exemple. Et là, la question, c'est comment est-ce que je vais accompagner les collaborateurs aujourd'hui pour faire en sorte qu'ils puissent s'adapter à la situation et développer des choses par eux-mêmes pour être de plus en plus efficaces, faire des choses plus simples et plus rapides. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? C'est comment préparer mon avenir, comment faire en sorte que j'ai aussi une équipe qui prépare les choses pour que l'entreprise puisse évoluer, parce que ce qui est vrai aujourd'hui ne sera pas demain. Et donc, si on est seulement dans le court terme et dans le quotidien, on ne va pas pouvoir préparer l'avenir. Et ce ne sont pas les mêmes personnes qui gèrent ces deux choses. Et elles doivent être interconnectées au travers des différentes choses qu'on va voir par la suite. Voilà. Et donc, on en a déjà parlé. Donc, il y a l'aspect customer experience. Alors, partout dans les grandes sociétés, partout sur Internet, dans plein de choses, vous entendez parler de customer obsessed, customer service, customer sim, customer experience. Donc, forcément, on a cette vision d'aider, d'être au service de son client, de mieux servir le client pour qu'on puisse se développer. Et de l'autre côté, on parle aussi de user experience. Parce que quelque part, les employés à tous les niveaux sont les principales personnes qui vont mettre en place et mettre en œuvre ce qu'ils font. Donc moi j'aime bien parler de ces deux volets et de séparer en fait la compétitivité, c'est le fait de digitaliser, il faut le faire aujourd'hui, il faut être plus compétitif, mais il faut surtout simplifier. On a beaucoup de choses qui viennent du passé qui sont vachement compliquées, les gens ont du mal à changer, donc les choses ne sont pas toujours évidentes, et en fait on doit personnaliser. Aujourd'hui, chacun d'entre nous a envie d'avoir les informations dont il dispose au moment où il en a envie. Il a envie d'acheter des choses qu'il a envie au moment où ça lui plaît, au prix où ça lui plaît et de la manière où ça lui plaît. Et donc il faut vraiment s'adapter. Et de l'autre côté, il y a l'employabilité. Il faut faire en sorte que les gens soient à la fois compétents et ouverts au changement et s'adaptent aux nouvelles façons de faire, aux nouvelles mentalités, et puissent non seulement comprendre, mais se connecter et interagir entre eux. Les équipes isolées, ça ne va pas aider, il faut vraiment que les équipes soient en parfaite collaboration. Et à ce titre-là, on parle des jeunes et des vieux, des digital natifs, on parle des générations X et générations Y. Et effectivement, il y a des différences en termes d'usage, mais l'expérience, elle est vraiment du côté, je dirais, des personnes un peu plus âgées.
alors que peut-être que les jeunes ont une autre façon de s'exprimer, d'interagir, mais dans un sens, on doit absolument les associer. Donc, n'avoir que des digital natives, ça ne fonctionne pas, n'avoir que des seniors, ça ne fonctionne pas. Donc, il y a vraiment un mix à avoir entre les deux. Et ce qu'on constate, en tout cas dans les grandes entreprises, c'est que travailler avec les startups, c'est pas facile. Et qu'est-ce qu'on constate dans les startups, c'est que travailler avec les grosses boîtes, c'est vraiment compliqué. Parce que les grandes sociétés, elles ont beaucoup de processus, elles ont des systèmes de budget, elles ont des systèmes de validation très lourds. Alors une start-up, on l'appelle et le lendemain, elle est prête à délivrer. Le problème, c'est que quand on a dit, OK, le budget est bon, on est parti, on y va, la grosse boîte, elle veut tout de suite, et la start-up, ils sont 4, 7, 12, 22. Pas évident de délivrer en un mois et demi, 3 mois, la grande boîte. Donc là, il y a pas mal de choses qui interagissent et qui sont compliquées à mettre en place. Alors, ça, vous l'avez probablement déjà vu un peu partout, il y a des chiffres qui s'écoulent dans tous les sens, hein, donc l'automatisation, la robotisation, tous ces outils, toutes ces technologies, va supprimer pas mal d'emplois, alors 20%, c'est un peu peu, et 85% des emplois à l'horizon 2030 n'existent pas encore. Il n'y a personne qui aujourd'hui peut nous donner des choses concrètes à ce sujet-là. Donc c'est vraiment des choses qu'on sent, qu'on ressent, qu'on lit dans la presse. Ce qui est clair, c'est que toutes ces technologies, des emplois, je pense que ça a été dit un peu précédemment, et par contre, ça crée plein d'autres opportunités. Et c'est bien le cœur de ces exposés de dire, OK, on est peut-être mort, mais demain, on va revivre autrement. Et il faut vraiment se donner. Et puis, pour moi aussi, l'important, c'est pas ce que vous savez. Et je vous donne un exemple un peu personnel. J'avais un interrupteur à la maison qui fonctionnait plus très bien, même plus du tout. Et donc, pas un expert en électricité, loin de là, je ne connais vraiment absolument rien d'électricité. Je me suis un peu renseigné sur Internet, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube qui montrait comment remplacer un interrupteur bipolaire. Parce qu'il y a 2 interrupteurs pour une seule lampe. Bon, j'ai regardé 2-3 fois la vidéo, je me suis dit ça n'a pas l'air très compliqué. Et finalement, j'ai réussi à le faire moi-même. Donc, le but, ce n'est pas un super héros du tout. Le but, c'est de se dire, mais l'info, elle est là. L'info, elle est dans votre poche, elle est dans votre smartphone, elle est dans votre ordinateur, elle est aussi dans vos réseaux, dans les gens qui sont toujours soucieux de vous aider parce que vous pouvez les aider également. Donc, l'information, la connaissance, elle est là, elle est disponible. Ce qui est vraiment important aujourd'hui, c'est votre capacité à interagir, à être agile et à vous ouvrir à de nouvelles choses. Alors, en parlant des new ways of working, on a bien des choses pratiques. Donc, on parle beaucoup de 4B aujourd'hui. Alors, 4B, c'est les briques, c'est les éditeurs, les bytes, c'est les trains. Alors, on aime bien montrer les beaux bureaux avec des meubles verts, orange, jaune, le panier de basket, les bandes dessinées, un ballon de basket, etc. Tout ça, c'est très marrant, très comique. Ce qu'on voit, c'est dans tous ces grands open space assez sympas, c'est que les gens, ils ont leur casque et leur micro, et qu'en fait, ils se parlent plus trop entre eux, puisqu'en fait, ils travaillent aussi avec des gens qui sont sur d'autres sites, à l'étranger, parfois même avec des réseaux, des fuseaux horaires différents, etc. Voilà, donc il y a du pour et du contre. Ce qui est surtout important, c'est de changer les comportements, parce que comme on l'a vu, le télétravail se développe beaucoup, on a des espaces de coworking, on a des gens qui sont ailleurs, et donc au niveau du management, aujourd'hui, au niveau des collaborateurs, on n'est plus du tout dans le même contexte de cette pyramide avant où le chef disait que aujourd'hui les gens ont des objectifs, ils travaillent par objectif, ils ont beaucoup d'autonomie et ils peuvent se gérer eux-mêmes. Et donc on travaille en étroite collaboration et en réseau la plupart du temps avec d'autres personnes qui sont ailleurs. Donc la philosophie est complètement différente. Les bytes, c'est le matériel qu'on met à votre disposition, les plateformes, les smartphones, le Wi-Fi, j'espère que vous fonctionne plutôt bien. Et le brand, c'est la manière dont la boîte se vend pour garder son personnel et aussi attirer des personnes. Alors, la notion de talent, qui on parlait tout à l'heure, c'est un mot un petit peu tabou, on ne sait pas qui est talent, qui n'est pas talent, etc. Je crois que tout le monde a du talent dans quelque chose et qu'en fait, on doit juste chercher sa voie et essayer de vivre les choses qu'on peut. Et donc, on est dans ce monde de fou, où, voilà, c'était le 14 mars, BNP fait une grande annonce. Voilà, donc maintenant, ils ont même des collaborations holographiques. Et puis, vous avez vu l'info, elle est passée aussi il n'y a pas longtemps. Maxime Prévost à Bruxelles et son hologramme à Namur. Donc on est dans le domaine du possible.
Silicon Valley, 3 ans à Silicon Valley, il parlait d'installer des hologrammes dans les voitures autonomes. Parce que comme on l'a dit, dans les voitures autonomes, ben, on n'a plus rien à faire. Donc le but du jeu, c'est de nous faire dépenser de l'argent dans la voiture. Et de nous offrir des services qui vont être payants, évidemment, parce que c'est bien confortable dans un véhicule qui va nous conduire là où on a envie. Et pendant les minutes, les heures où on est dans ce véhicule, il va bien falloir qu'on consomme quelque chose. Voilà. Donc on est dans ce monde un peu fou, et dans ce monde qui est une réalité. Vous voyez, ce n'est pas une fiction, c'était passé, c'était le dîner. C'était pas un poisson. Voilà. Alors, call to action. Donc moi, ce que j'invite beaucoup à faire, et pendant les 2 années dernières où j'ai beaucoup fait des campagnes de sensibilisation, c'est vraiment de responsabiliser les gens par rapport à leur employabilité. Donc on est chacun responsable de sa formation. Je sais qu'on a des contraintes, qu'on a des objectifs, qu'on a une charge de travail, mais dans le fond, en fait, on peut chacun influencer sa propre carrière. Donc, quand tu l'as bien illustré tout à l'heure, le career management, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je ne sais pas ce que je fais dans 12 ans non plus. Je sais que fin d'année dernière, je me suis réorienté et que j'ai des idées en tête. J'essaye de faire certaines choses. Mes choix vont influencer probablement mon avenir. Et je ne déciderai pas du tout. Il y aura plein de contraintes, il y aura plein d'avantages, plein d'inconvénients, etc. Néanmoins, je vous invite, c'est vraiment le message que j'essaie de faire passer, c'est de chercher autour de vous, de vous connecter, mesurer les choses, d'avoir des interconnexions avec les uns avec les autres, de faire appel, de faire entrer en contact. Alors vous avez des managers, vous avez des RH, vous avez des collègues, vous avez des partenaires, des clients, des fournisseurs, il y a plein de monde, il y a des voisins, vous avez de la famille, des voisins, il y a plein de gens qui tournent autour de vous, qui font des tas de trucs super intéressants et qui peuvent vraiment vous influencer, faire en sorte que vous augmentez en fait votre environnement au niveau de vos intérêts. Et quelque part, c'est apprendre. Et donc, comme je l'ai dit, la connaissance est plutôt sur Internet ou dans vos smartphones. Donc, ouvrez-vous à l'étape. Alors, au niveau des organisations, ce qu'on a mis en place principalement ces 2 dernières années, c'est le fait d'avoir une équipe qui fait la différence. Donc, il y a un niveau hiérarchique qui fait la différence, parce que si vous voulez vraiment avoir un impact, il faut quand même que votre niveau hiérarchique puisse, ou votre situation puisse être influente, sinon ça ne sert pas à grand chose. On veut mesurer la maturité, donc il faut savoir d'où on part et voir où on va arriver. C'est toute une analyse qui peut être faite par rapport à votre situation. Mettez-vous en réseau, donc il y a des réseaux sociaux, il y a des réseaux de personnes, il y a des networking, il y a des tas de trucs qui se passent dans la vie, vous avez des invitations, j'imagine, multiples et variées pour des tas d'événements. Le but étant de mesurer vos enjeux avec vos risques et vos opportunités, parce que comme on l'a vu, il y a des choses qui disparaissent et il y en a plein qui apparaissent tout le temps, dans le but d'avoir une vision, de savoir où vous voulez aller, pour faire du change management, parce que c'est un terme qu'on utilise souvent à tort et à travers, on n'y met pas souvent des moyens. J'ai beaucoup aimé la manière dont vous voyez les choses, vraiment d'apprendre avec des étapes, avec une structure pour aboutir à des résultats. Les compétences doivent être de pair avec votre vision et votre volonté d'aller de l'avant. Et enfin, faire adhérer les gens, parce que si vous êtes tout seul à croire à ce que vous pensez, je pense que ça ne va pas beaucoup les toucher. Alors, globalement, voilà un peu les exemples qu'on a mis en place. Pratiquement, c'était quoi? En termes d'équipe, c'est une équipe multidisciplinaire. En fait, si vous avez que des gens de la com ou que des gens de l'IT, ça ne va pas le faire. L'idée, c'est d'avoir vraiment un panel avec des gens qui s'occupent de l'opérationnel. J'ai dit, on doit être compétitif et avoir une efficacité opérationnelle à court terme. Des gens qui travaillent sur le long terme, sur les nouveaux business, sur les nouveaux marchés, sur les nouvelles opportunités. Des gens qui travaillent sur la culturation, des gens qui sont plus spécialisés dans le change management. Des gens qui sont plus spécialisés dans le domaine collaboratif. C'est un métier où le digital workplace, c'est quelque chose qui permet d'avoir une meilleure collaboration entre des personnes, partenaires, clients, fournisseurs et internes. Avoir des réseaux, mais cette fois-ci des réseaux à l'intérieur, d'avoir des champions, d'avoir des ambassadeurs, où tout le monde connaît quelqu'un qui est un expert dans quelque chose. Et je peux vous donner 2 exemples très concrets. C'est un de mes collègues, j'ai découvert ça vraiment par hasard, qui fait de l'impression 3D à domicile. Il adore les voitures avec moteur miniature, et en fait sur le marché il n'est jamais content de ce qu'il trouve, donc il crée lui-même ses modèles réduits de voitures en impression 3D.
Un autre, il est spécialisé en drone. C'est un mec, il est fou des drones, je crois qu'il dort avec son drone. Et en fait, il est un entraîneur de foot. Première mi-temps, il met le drone au-dessus du terrain, je pense sur 50 mètres, et puis il filme le match de foot. À la mi-temps, le drone vient se recharger, mais il change la batterie et il envoie ça pour la deuxième mi-temps. Et à la fin, il envoie les images à l'entraîneur de foot. Et l'entraîneur, il regarde un petit peu si ça comment s'est déroulé le match. Il ne regarde pas si John ou Marcel a mieux fait les passes qu'un autre, mais il regarde en fait un peu la vue macro. Et c'est son truc. Voilà. Il est passionné. Et en fait, ce sont des gens, vous en connaissez probablement, ou pas encore. Il y a plein de gens comme ça qui ont des activités en dehors de leur boulot. Il y a des gens qui créent des apps en dehors de leur boulot, quelle que soit la nature de leur métier, et qui sont aptes à vous donner beaucoup d'interactions, beaucoup de facilité et beaucoup de partage, parce qu'en plus, c'est vraiment ce qu'ils ont dans le cœur de leur activité personnelle. Alors, WWP, c'est webinaire, workshop et podcast. On perd tous plein de temps. Alors, si vous prenez le train, le bus, si vous êtes en voiture, moi je perds plein de temps dans les embouteillages. Mais souvent, ce que j'essaie, c'est de m'enregistrer des trucs. Et quand j'ai envie et que je veux m'inspirer un petit peu, je me mets ça à la radio de la voiture. Et donc, j'entends parfois des choses très intéressantes, parfois des choses qui ne le sont pas. Mais ça me permet aussi de changer un peu mes idées. Ça me permet aussi de gagner du temps par rapport à d'autres choses. Et donc, je vous invite vraiment à essayer. Il y a plein de podcasts aujourd'hui qui sont vraiment super intéressants, ou pas. Mais au moins, vous n'avez pas le temps pendant d'autres moments et au moins, vous avez de connaissances. Alors, le corner, c'est on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et donc, on a installé en fait à la fois des outils de vidéo dans des endroits de points café, parce que c'est là où, en général, on apprend plein de choses, et c'est là où on partage beaucoup d'informations. Et donc, on a vraiment fait des campagnes de sensibilisation dans des points café où on mettait des lunettes de réalité virtuelle, des lunettes de réalité augmentée ou des vidéos qui étaient vraiment pertinentes parce qu'on voulait vraiment sensibiliser les gens dans notre organisation. Alors, ceci, c'est un symbole peut-être. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait ce que c'est? Non? Corporate online, je ne sais plus quoi, je sais pas. C'est un terme par là. Il désigne en fait un mode de formation interne. Et donc, il y a 3 ans, on s'était penché sur la question parce qu'on avait fait une grande enquête chez Solvay, donc 25 000 personnes, et on leur avait demandé, tiens, le digital pour vous c'est quoi, avec des questions clés, etc. Et une des conclusions de l'enquête, ça a été, moi, digital, je comprends rien. Je pose plus ce truc-là. En tout cas, tu me parles de Uber et d'Airbnb, t'es gentil, mais ça nous c'est. Nous, on est Solvay, 150 ans d'existence, CVSO, certification ISO. Laisse tomber, c'est pas pour nous. Hein. Donc c'était vraiment, il y avait un sentiment un peu de dénigrement de ça, en disant, bon, ça c'est pour les autres, c'est pas pour nous. Et donc, comme on avait eu une sensibilisation avec cette Learning Expedition à la Silicon Valley, et qu'au top niveau, ils avaient été aussi très sensibilisés à ce fait-là, on a vraiment cherché un moyen à sensibiliser nos collaborateurs. Et donc, on a créé ce module de formation avec des épisodes qui ont été faits en fait, on était parti pour 13 et 21, pour expliquer à nos collaborateurs comment est-ce que le digital peut nous impacter et quelles sont les bonnes pratiques qu'on met déjà en place dans l'entreprise. Et donc, si je vous donne un exemple, on parlait des drones tout à l'heure, donc on a en 3 chapitres. Le premier chapitre, c'est quoi un drone? Petite vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube, description générale de ce que c'est. Deuxième chapitre, c'est quoi un drone chez Solvay? Et là, on avait un expert, dont vous parlez tout à l'heure, qui s'exprimait. Et puis on avait une vidéo avec des vraies réalités du drone dans la boîte, avec des drones qui rentraient dans le pipeline, avec des drones qui rentraient dans des cuves, avec des drones qui prenaient la visualisation de chaleur, d'humidité dans le bâtiment, etc. Et donc là, ça commençait déjà à faire réfléchir. Troisième chapitre, c'était comment vous connecter avec des gens qui ont des questions, des projets, des suggestions par rapport aux drones, etc. Et quelle est la communauté interne que vous pouvez contacter en cas de besoin. Ça, c'était les 3 autres. Je vous donne un autre exemple, le Big Data, dont on parlait tout à l'heure. Et là, on a vraiment récupéré des choses qui existaient dans une usine en Italie. Et donc, on a montré comment les Italiens adaptaient leur capture de données pour en faire de la maintenance prédictive, qui, au bout du compte, rapportait 5 millions d'euros par an. D'accord? 5 millions d'euros par an, des collègues, etc. Et la force de ce programme-là, c'était vraiment de montrer par des gens de Solvay à des gens de Solvay
comment tout ça pouvait vraiment influencer le business et les rendre plus performants et faire en sorte qu'ils pouvaient aussi répliquer les bonnes pratiques, échanger et se poser les bonnes questions par rapport à des projets en cours. RM, c'est pour reverse mentoring. On parlait des jeunes, des moins jeunes. Et donc, ce qu'on a fait, c'est associer des digital natifs avec des senior managers. Et en fait, on a fait en sorte qu'ils se partagent 4 ou 5 fois une demi-heure sur 4 ou 5 mois. Et en fait, ils n'étaient pas dans la même hiérarchie, mais ils devaient être sur le même site. Et ça a eu beaucoup de succès. On gère beaucoup ce qu'on appelle le Net Promoter Score. On a utilisé ça également. Et donc, on a eu un taux de satisfaction de 80%. C'est vraiment le truc qui a vraiment été beaucoup apprécié parce qu'en fait, il y avait un échange constructif, confidentiel et c'était vraiment très, très ouvert, mais c'était orienté sur évidemment la transformation de la RSE, c'est pour les réseaux sociaux d'entreprise. Alors, réseaux sociaux d'entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des communautés qui marchent bien, des communautés qui ne marchent pas. Il y a toujours les mêmes qui postent des trucs d'un côté, de l'autre côté, il y a un peu plus d'animation parce qu'il y a un community manager, quelqu'un qui est un peu à la baguette de la communauté. Ça dépend des sujets, ça dépend de la période, ça dépend si le management est impliqué ou pas, il y a pas mal de conditions. On va en parler tout à l'heure si le sujet vous intéresse. Expedition, c'est Learning Expedition. Alors, il y en a en France, il y en a en Espagne, il y en a un peu partout dans le monde. On est associé avec l'Europe, on fait ça à la fois en Amérique, en Chine, en Inde et en Israël. Et il y a plein d'organismes qui organisent ce genre de trucs. Et si vous vous dites, tiens, ça c'est pas pour moi parce que bon, c'est 12 jours, ça va coûter cher, il y a plein de gens qui font des rétrocessions de ce genre d'émissions. Donc vous allez sur Internet et vous trouvez des tas de gens qui reviennent de ces émissions et qui veulent partager. Moi-même, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai encore quelques sessions à faire. Et donc c'est vraiment quelque chose qui est inspirant et on se rend compte des choses qui se passent un peu de l'autre côté de la planète. Et on se dit oui, quand ça va nous tomber dessus, ça va être faire. Et puis le KIM, c'est pour networking, benchmarking et coworking. Alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui fréquentent les espaces de coworking. Quelques-uns, qui ne lèvent pas la main. Et donc, moi, je trouve ça très inspirant d'aller dans des endroits où on rencontre des gens qui ont d'autres expériences, d'autres activités, avec qui on peut vraiment échanger sur des mêmes problématiques. Parce que dans le fond, quelle que soit la nature de son activité, souvent, on a des problématiques qu'on peut échanger et qui sont inspirantes. Donc, coworking, benchmarking, c'est d'échanger avec les autres, avec des partenaires, mais aussi avec d'autres sociétés. Parce qu'en fait, l'innovation, elle vient rarement de votre univers. Elle vient quand vous discutez avec des boîtes qui sont complètement dans un autre domaine que le vôtre. Si nous, dans la chimie, on reste bien dans la chimie, on ne va pas être inspiré énormément. Par contre, si on discute avec des boîtes qui font des pneus, des boîtes qui font des voitures, des boîtes qui font de l'aérospatiale, des boîtes qui font de la téléphonie, il y a des idées qui jaillissent si on dit tiens, ils font ça comme ça, nous, c'est pas applicable, mais par contre, on pourrait peut-être, et voilà comment ça se passe. Et donc, benchmarking à l'intérieur de l'organisation, à l'extérieur notamment, je pense que ça a tout son sens. Et alors, des studios, c'est un petit peu l'illustration de ce que tu évoquais avec le design thinking. C'est le fait de mettre une équipe ensemble, aussi une équipe pluridisciplinaire ensemble pendant un petit moment pour arriver à ce qu'on appelle le minimum level product, qui permet d'arriver à quelque chose qui est soit on y va, soit on n'y va pas. Mais en un temps très court avec un budget très limité. Donc c'est exactement le point que je vous donnais tout à l'heure. Sauf que quand on parle, je donne un petit truc des Chinois, quand on parle de design thinking aux Chinois, ça va être beaucoup rigoler parce qu'ils sont déjà au service. Ils ont déjà l'étape plus loin en pensant vraiment aux finances directives. C'est vraiment une histoire de mentalité différente. Et donc, eux pensent déjà mobile first et only mobile. Voilà, alors en termes de conclusion, je pense que c'est un message que j'aime bien, qui est la meilleure façon de prévoir son avenir, c'est de le créer soi-même. Alors je sais qu'on a plein de contraintes, on ne peut pas gérer tout seul, mais je pense que il y a des choses qu'on peut influencer. Et pour certains d'entre vous, j'imagine que vous connaissez Fred Polantonio, il m'envoie le lundi un petit truc d'inspiration. Et son dernier truc d'inspiration, c'était Nous sommes nos choix. Et ça m'a bien inspiré. Je trouve que ça a du sens. Et donc, ce qui fait la différence, c'est vous. C'est vous. En fait, ce sont les êtres humains qui font les transformations
c'est modification en tant que client, ce qu'on influence aussi, donc, ce qu'on a bien, nos besoins personnels, rapides, efficaces, qui correspondent à nos envies. Et donc le pourquoi, ben, c'est anticiper, survivre. On l'a vu, survivre, ça ne veut pas dire qu'on va continuer demain à faire la même chose qu'hier. Ça veut dire qu'on va saisir les opportunités qui vont s'offrir à nous pour rendre des services de plus en plus personnalisés, rapides et efficaces à nos clients. Comment? Ben, c'est en mettant en place des plans. Je pense que tu as donné en un minimum de temps une idée de ce qu'on peut faire. Évidemment, ça prend du temps, c'est jamais et ça demande de la réflexion, des interactions, de la collaboration, de l'ouverture, des analyses détaillées. Je pense que c'est ça, c'est mettre en place un plan et des initiatives cohérentes et structurées. Alors, j'entendais ce que tu disais tout à l'heure, on disait, oui, il y a des choses qui se font et 4 ans après, on ne sait plus qui fait quoi, pourquoi, il n'y a plus de budget, on plus de partout, etc. Je pense qu'on doit aller dans une continuité par rapport à ça. Et donc, mon message, ben voilà, c'est qu'il y a plein de choses qui existent et je pense que Techniculture a pas mal de possibilités pour vous pour suivre à la fois